il faut savoir que les comics d'horreur, c'est un peu comme les films d'horreur, hein. C'est-à-dire que, ça a un peu toujours existé à peu de choses près, hein. On en retrouve dès les, années 30, donc c'est-à-dire a avant même qu'il y ait vraiment les comics dans le sens où on l'entend. Donc c'est-à-dire que l'on en trouvait dans les ancêtres des comics, c'est-à-dire dans les, magazines pulp. On peut penser donc à, Dime Mystery Magazine ou, tout simplement Horror Stories en 1935. Toujours dans les années 30, on va avoir l'émergence des comic books. Au niveau de l'horreur, on va retrouver énormément, énormément d'éléments des films d'horreur, en fait, de cette époque. Et qu'est-ce que tu avais à cette époque dans les films d'horreur? Tu avais les monstres universels. Donc tu vas avoir du coup beaucoup d'adaptations de monstres universels ou de reprises des monstres, universels. Donc, Dracula, la momie, Frankenstein et j'en passe. Tout cela, ce sont des figures classiques de l'horreur qui vont être repris assez souvent à cette époque avec, tout ce qui est, loup-garou, les scientifiques fous et tout le tralala. Du côté des super-héros, durant la Seconde Guerre mondiale, on va aussi avoir des fois des créatures un peu, monstrueuses, mais super-héros oblige, ça va souvent être des créatures qui vont être créées par les nazis ou les japonais, forcément. Après, concernant le premier vrai comics, on va dire, d'horreur, là, c'est déjà un peu plus compliqué, dans le sens où les historiens ne sont pas, vraiment d'accord. En général, on s'accorde à dire que c'est, New Adventures of Frankenstein, donc là, qui est, à gauche, donc en 1940, donc qui est une adaptation du roman de Mary, Shelley. Mais encore une fois, tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui penseraient que ça serait plutôt, Dr Jekyll et Mister Hyde en 43, d'autres qui pensent même que ça serait Harry en 46. Voilà, là-dessus, il y a quand même un gros point d'interrogation. Par contre, là où tout le monde est plutôt d'accord, c'est concernant la première série régulière d'horreur. Ça serait, Adventures into the Unknown chez, American Comics Group. Un titre que vous ne connaissez pas forcément et qui pourtant a clairement fait son bonhomme de chemin, qui, dans la culture de la BD américaine est quand même un gros morceau puisque c'est quand même un titre qui a, duré de 1948 à 1967, donc c'est pas rien, c'est presque 20 ans. On parle de 147 numéros, pour cette époque, c'est quand même assez incroyable. Et donc là, pareil, on t'envoie les grands classiques, hein, Fantôme, loup-garou, maison hantée, poupée tueuse, tout le tralala. Également très important, le titre a survécu à la censure du Comic Code Authority. Si vous ne savez pas ce que c'est, restez, on en reparlera tout à l'heure. Mais donc voilà, non seulement c'est un monument de la BD américaine, mais c'est d'autant plus un monument, pour le comics d'horreur puisqu'il a survécu à ce monstre qui est, le Comic Code Authority et qui a détruit tous les comics d'horreur sur son passage. Mais les comics d'horreur, ils vont surtout exploser au début des années 50. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, hein. Alors, la première de ces raisons, c'est le recul du genre super-héros. Alors, il faut pas croire, hein, les comics, ce n'est pas que du super-héros, ça je pense que vous le savez. Et même si les comics, enfin, même si les super-héros, pardon, n'ont jamais véritablement disparu depuis 1938, par exemple, tu as des séries du jeu comme la Trinité, Superman, Batman, Wonder Woman, qui ont toujours été là depuis 1938, il y a quand même eu de sérieuses baisses de régime. Ça, c'est plutôt évident. Et c'est le cas donc dans les années 50 où, avec la fin de la guerre, on veut passer à autre chose. On veut se changer les idées plutôt que de voir le combat, bien contre le mal. Et pour se changer les idées, du coup, les Américains vont se tourner vers d'autres types de comics, vers d'autres types de lectures. Et c'est comme ça que tu as des comics qui vont, s'imposer, assez facilement finalement, hein, puisque, ben, les comics de super-héros vont leur, laisser de la place, comme je vous l'ai dit. Donc tu vas avoir beaucoup plus de comics de romance, de western, des comics animaliers aussi et, vous l'aurez compris, des comics d'horreur. Alors, concernant le premier éditeur à se lancer vraiment dans les histoires, horrifiques en 1950, je pense que, vous connaissez, c'est EC Comics, bien sûr, qui est, archi connu, grâce à son anthologie, de Crypt of Terror qui, va devenir, Tales from the Crypt, qui va être également adaptée en une série télé. Série télé qui va exploser un peu aux 4 coins du monde.
Chez nous, c'était diffusé en dernière partie de soirée sur M6 à une époque. Donc la série télé est passée à la postérité et a fait passer également à la postérité le comics, qui est un morceau extrêmement important de l'histoire des comics d'horreur, hein, clairement. Le succès aidant, du coup, l'éditeur va lancer d'autres anthologies horrifiques. La concurrence va faire de même. C'est comme ça que vous allez avoir pas mal de genres un peu similaires et qui vont reprendre souvent un peu, on va dire, la même sauce, c'est-à-dire donc des histoires horrifiques, courtes, macabres, avec des personnages qui ne sont pas réguliers, toujours avec un renouvellement des personnages, si ce n'est le narrateur. On essaie de garder le narrateur pour avoir une sorte de fil rouge et un twist final, comme je vous l'ai dit bah, tout à l'heure, pour finir sur une petite touche horrifique lors de la dernière planche. Tout ça, c'est assez connu. C'est aussi à cette époque qu'il y a pas mal de noms du côté de EC Comics qui vont commencer à sortir du lot. On peut penser à Wallywood, à Frank Frazetta ou Al Williamson. Donc tout ça, ce sont des noms assez anciens qui, bien évidemment, ne sont pas des noms que l'on cite tous les jours, mais qui ont marqué l'industrie du comics américain, en tout cas du côté horrifique de la BD américaine. Alors malheureusement, donc ce succès s'est arrêté net, je pense que vous l'aurez compris, suite à la parution d'un livre qui est Seduction of the Innocent, donc, qui avait été écrit par le professeur Vertam. Donc son idée, elle est assez simple. Il part du principe que si il y a autant de jeunes perdus aux États-Unis, s'il y a autant de délinquance, c'est à cause d'une chose. Et cette chose, bah, ça serait la BD américaine. Bon, vous vous en doutez, ça a toujours été un peu comme ça. Enfin, je veux dire, toutes les générations ont leur vilain petit canard. Moi, quand j'étais gosse, c'était. Oui, je sais, c'était il y a très longtemps, hein. Moi, quand j'étais gosse, à l'époque, c'était les jeux vidéo. Voilà, hein. Si les jeunes ne vont pas à l'école, s'ils fument, bref, s'ils font toutes les conneries possibles et imaginables, et s'ils sont violents, c'est parce qu'ils jouent aux jeux vidéo. Bon, ben voilà, à l'époque, dans les années 50, s'ils faisaient tout ça, c'est parce qu'ils lisaient des comics. Et malheureusement, le public américain a gobé ce discours et en plus, on est vraiment en plein macartisme aux États-Unis. Donc clairement, on aime, on est dans une époque où on aime hein, chercher des ennemis dans ses propres rangs. Et donc là, bah, c'est le jackpot, hein. On comprend pourquoi la jeunesse américaine est à la dérive et il suffit de supprimer le comics pour régler le problème. C'est parfait, faisons ça. Et du coup, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Il y a Marvel et DC, alors qui ne portaient pas encore le nom là, qui avait d'autres noms, mais les ancêtres entre guillemets de Marvel et DC, qui ont sauté sur l'occasion. C'est assez marrant de dire ça comme ça, mais ils ont vraiment sauté sur l'occasion. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez donc ce professeur là, Bertam, qui dit les comics américains est en train de pourrir notre jeunesse, il faut faire quelque chose. Et là, vous avez Marvel et DC qui dit ah ouais, 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 on est totalement d'accord, faut faire quelque chose, ça va pas. Et là, vous dites mais attendez, mais eux aussi, ils écrivent des comics, pourquoi ils font ça? Et bah, parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez peut-être oublié, mais Marvel et DC sont clairement en perte de vitesse. Ils sont en train de se faire massacrer par les comics horrifiques et notamment par EC Comics. Donc, ils se disent que si ils prennent les devants et que s'ils jouent leur coup comme il faut, il y a peut-être moyen de souffrir un peu, mais de se débarrasser de leur plus grand rival. Et par rapport à ça, ils vont mettre en place, donc les éditeurs de comics hein, vont mettre en place le Comic Code Authority. Le but de ce Comic Code Authority est simple, c'est un petit stempel tout simplement que l'on peut mettre sur les comics dès lors qu'ils respectent le nouveau code du comics. Et alors le code du comics, donc c'est ce code qui permettrait d'épargner hein, cette jeunesse américaine qui est perdue parmi toutes ces valeurs néfastes qu'il y a dans les comics. Donc voilà, là, attention, dans le comic code, on ne rigole pas. Il faut ne pas montrer le crime sous un jour positif, ne pas parler de drogue, ne pas montrer de scènes choquantes ou traumatisantes, éviter la violence, ne pas montrer de créatures effrayantes telles les vampires, les loups-garous, etc., ne pas mettre de sang, ne pas montrer la police dans une position de faiblesse,
Et s'il y a combat bien contre le mal, il faut que le bien l'emporte systématiquement. Autrement dit, des choses qui, on va dire, en termes de scénario, te pourrissent. En fait. Enfin, si tu enlèves tout ça, tu peux plus rien écrire à peu de choses près. Tu fais du comics de romance non-stop. Quoi. Donc, c'est vrai que du coup, pour Marvel et DC, ça devient délicat. Mais alors, imaginez pour EC Comics, eh ben, ils sont finis. C'est aussi simple que ça. Ce Comic Code Authority est tout simplement fini. Le cœur d'activité de ces comics, c'était les titres d'horreur. Ils n'ont plus le droit de faire des titres d'horreur. Donc, à peu de choses près, c'était foutu. Donc, pendant des décennies, le Comic Code Authority a vraiment mis fin à pas mal de séries déjà, mais aussi à quelques éditeurs qui ne se relèveront jamais vraiment de ce Comic Code Authority qui a été installé. Alors, avant de continuer du coup sur les titres d'horreur, on va un petit peu avancer sur ce Comic Code Authority, même si il mérite un sujet à lui tout seul, donc on en parlera sans doute une autre fois concernant ce Comic Code Authority pour entrer un peu plus dans le détail. Mais voilà, on va quand même parler des grandes périodes de ce Comic Code Authority parce que c'est toujours extrêmement important. Il y a quand même des petites parenthèses qui sont faites. Hein. Donc, une histoire qui est quand même très connue, c'est le département de la santé du gouvernement qui a fini par contacter Stanley en lui demandant, en lui commandant une histoire qui mettrait en avant la drogue, mais pour montrer les dangers de la drogue. Parce que, bah, je vous l'ai dit, il ne fallait pas parler de drogue dans les comics, mais même pas en mal. Ça ne devait jamais, jamais être abordé. Et puis bah là, je ne sais pas ce qui s'est passé du coup avec cette partie du gouvernement qui a demandé à Stanley. On a presque l'impression que même s'il y avait plus de drogue dans les comics, bah, que les jeunes continuaient de se droguer. C'est dingue, c'est vraiment bizarre. Un peu comme si finalement, il n'y avait aucun lien entre les deux. C'est vraiment bizarre. Quoi qu'il en soit, du coup, notre ami Stanley a accepté et c'est comme ça qu'il a fait une histoire quand même vachement connue en 3 numéros pour montrer tous les dangers que représentait la drogue. Un numéro qui est, enfin 3 numéros qui sont rentrés dans les légendes, qui ont extrêmement été appréciés et qui surtout ont montré que les règles du CCA, enfin que avoir un CCA pourquoi pas, mais que les règles du CCA étaient ridicules et elles étaient irrecevables en l'état. DC Comics, dans un premier temps, ils ont joué ils ont joué la carte de la politique, hein, en mode vous vous rendez compte, vous avez vu ce qu'ils ont fait, ils ont parlé de la drogue, c'est clairement contre le CCA. Nous, jamais de la vie, on fera ça. Vous pouvez compter sur nous pour continuer de défendre les valeurs de l'Amérique. Sauf que, bien évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait quelques temps après, quand ils ont vu que ça avait marché chez eux? Eh ben, ils l'ont fait, enfin, chez l'autre, ils l'ont fait également chez eux. Euh, ils ont quand même bien joué leur coup, par contre, parce que où est-ce qu'ils l'ont mis? Ils l'ont mis dans la série Green Lantern Green Arrow. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est une série qui, à l'époque, fonctionnait très, très bien. Et malgré ce qu'on pourrait penser, du coup, de Hal Jordan, qui est un super-héros, on va dire, cosmique, ça, c'est plus un terme qu'on utilise du côté de Marvel, normalement. Mais pour bien cerner le truc, c'est quand même plus un super-héros cosmique, c'est un super-héros intergalactique, disons. Donc, malgré ce qu'on pourrait penser, ce super-héros, là, dans cette série, il intervient aux côtés de Green Arrow dans les rues dans les rues américaines, en fait. Il ne se bat pas dans l'espace, sur les autres planètes. Là, cette série a pour but vraiment d'aller dans les rues et d'aller voir des problèmes, de se confronter à des problèmes d'ordre sociaux. Et, bah, évidemment, qu'est-ce qu'il y a comme problème dans la société à l'époque? Bah, les drogues. C'était évident qu'il fallait en parler, mais voilà, d'ici, avec le CCA, n'en avait pas parlé. Cette fois, ils prennent leur courage à deux mains, ils le font. C'est du coup un comics qui a été très apprécié aussi, dans une série qui aura été d'autant plus appréciée encore après ça. Donc voilà, c'était vraiment très 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 cool. Donc après, pour finir avec le Comic Code Authority, il va continuer à perdre en importance durant les années 80-90 et il va finalement disparaître après, au milieu des années 90, avec plein de comics qui vont sortir et qui ne se poseront même plus la question de est-ce qu'on respecte le Comic Code Authority ou pas. Clairement, toutes les œuvres, il me semble que toutes les œuvres hein, qui ont fait passer le comics en âge moderne, à l'âge moderne, donc ceux qui ont transformé l'industrie des comics au milieu des années 80, du type Watchmen, Dark Knight Returns,
Ils se sont pas du tout posé la question du Comic Code Authority, hein. Ils n'ont pas mis le stempel et c'était réglé. C'était aussi simple que ça et pourtant, vous voyez le résultat. Toute l'industrie du comics transformé, un avant et un après pour ces œuvres alors que, il y a 10 ans auparavant, 15 ans auparavant, on les aurait jetées au bûcher, quoi. Donc, voilà, ça c'était pour, la petite parenthèse Comic Code Authority. Revenons maintenant aux comics d'horreur au sens large. L'horreur va quand même être encore présente du côté de Marvel dans les années 60, donc même si du coup le Comic Code Authority était présent, hein, mais ça va être une horreur un peu, différente. On peut penser par exemple à la création des 4 Fantastiques. Lorsque vous regardez la première origin story des 4 Fantastiques, donc vraiment leur transformation à cause des rayons, qui sont dans l'espace, vous retrouvez vraiment tous les codes du comics de l'horreur. Ce n'est pas une transformation, on va dire, qui est idéalisée. Vous savez, souvent, vous avez des transformations un peu idéalisées ou des belles transformations dans les comics. Comment le petit Gringalet s'est transformé en super-héros musclé. Ici, vous avez vraiment tout le côté horrifique de la chose. Bah là, par exemple, la chose, enfin, vous voyez vraiment la transformation peu à peu en monstre. Vraiment, là, ce n'est pas un super-héros à ce stade-là, hein, c'est un monstre. Pareil, lorsque Johnny Storm se transforme, il ne se change pas en feu. Comme ça, c'est pas une transformation. Il crame, hein, tu le vois s'enflammer, vraiment. Et là, bah, du coup, tu as le côté de nouveau un peu plus horrifique, un peu plus traumatisant qui ressort. Euh, Ça, c'est parfaitement logique. Il y a une raison à cela. La raison, bah, c'est tout simplement, la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut savoir que avant ça, avant la Seconde Guerre mondiale, la science était utilisée assez souvent de manière assez, positive. Donc le cas le plus connu, ça reste Captain America. C'est grâce à un sérum que Steve Rogers devient Captain America. La transformation est belle, Captain America est beau, enfin, pas autant que moi, mais il est beau. Heu Donc, c'est, on va dire, une bonne utilisation de la science. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé du coup après ça? Et bah, vous avez, les 2 bombes atomiques. Alors il faut savoir que l'Amérique en était persuadée, hein. La bombe atomique va mettre fin à la Seconde Guerre mondiale. Alors effectivement, c'est ce qui s'est passé, mais eux, ils l'entendaient pas comme ça, on va dire. Pour eux, c'était sûr que ça allait marquer la fin de la guerre, mais ils pensaient pas que ça allait marquer la fin de la guerre. Pourquoi? Parce qu'il y allait avoir des centaines de milliers de morts. Parce qu'on allait balancer 2 bombes gigantesques sur des grandes villes japonaises qui vont, flamber, des milliers et des milliers de Japonais, quoi. Donc par rapport à ça, on va voir d'un œil très différent la science et c'est pour ça que après du coup cette date, après les 2 bombes, balancées sur le Japon, la science va continuer à être utilisée, mais les super-héros ne vont plus être transformés grâce à la science, mais à cause de la science. Donc vous allez avoir un peu plus, d'accidents. Donc on l'a vu tout à l'heure, les 4 Fantastiques, c'est un accident. Peter Parker, bon, c'est pas une scène dramatique, mais ça reste clairement un accident avec une araignée génétiquement modifiée qui mord, Peter Parker. Bon après c'est pas, tout beau non plus puisque, bah, après je crois qu'il perd connaissance, il est malade pendant, je sais pas combien de temps donc, voilà, ce n'est pas, tout beau, il devient pas tout musclé avec ses super pouvoirs du jour au lendemain et le cas je pense le plus, frappant par rapport à ça, ça reste sans doute, Hulk. Concernant le personnage de Bruce Banner, Hulk, le le lien avec la bombe atomique est encore plus évident, quoi. Parce que là, encore une fois, il se transforme à cause d'un accident d'ordre scientifique. Bon, oui, donc ça change pas, l'après-guerre, OK, pas de problème. Mais là, enfin, le lien est évident. Lui aussi, là, il se prend une bombe sur la poire. C'est à cause de ça qu'il se transforme. C'est à cause des rayons gamma qui sont expulsés de la bombe qui est lancée à proximité du personnage. Donc là, montrer du doigt ce qui s'est passé à cause de la science, tu pouvais pas être plus clair que ça, quoi. Donc c'est un peu ce qui se passe dans les années 60 du côté de Marvel. On a une utilisation de l'horreur différente, mais efficace et surtout logique, historiquement parlant. L'horreur va revenir dans les années 70 grâce à Warren Publishing. Imaginez le truc, donc vous avez Warren Publishing qui se pointe et qui dit, «Bonjour, nous allons, proposer des comics d'horreur».
Donc là, il y a tout le monde qui se retourne en mode, «Comment ça tu vas faire des comics d'horreur, mais tu peux pas?» Donc il fait: «Bah si, je peux». Et non, mais on veut dire: «Tu peux pas, mais tu auras pas le Stempel, tu auras pas le Comic Code Authority?» «Oh bah, pas de problème, bah, je le mettrai pas». «Mais comment ça tu le mettras pas? Mais tu te rends pas compte, mais tu peux pas faire ça. Ça veut dire que tu pourras pas vendre de comics à la jeunesse?» «Oh bah, pas de problème, je vendrai pas à la jeunesse». Voilà, aussi simple que ça. Et c'est comme ça que Warren Publishing est venu et qu'il est parvenu surtout à se faire une place sur le devant de la scène de l'industrie de la BD américaine. Alors, comment est-ce qu'il a fait ça? Alors déjà, en lançant 3 magazines qui sont quand même assez connus, hein, donc Creepy, Eerie et bah, Vampirella qui est d'autant plus connu que ça continue encore aujourd'hui. Heu et il est aussi connu pour, avoir récupéré du coup énormément forcément de scénaristes et de dessinateurs de EC Comics. Puisque EC Comics s'était cassé la figure, il y a certains, auteurs et artistes qui ont pu un peu, basculer sur, d'autres genres, d'autres éditeurs, mais il y en avait clairement qui, entre guillemets, «ne vivaient que pour l'horreur», on va dire ça comme ça. C'est, dit comme ça fait un peu, phrase négative, mais qui étaient des spécialistes, on va dire, de l'horreur et quand on voit certains artistes, détailler le corps humain, dire que ce sont des spécialistes de l'horreur, ce n'est pas exagéré. Donc, qui, n'avaient pas forcément de retrouver de taf, à ce moment-là et qui du coup ont pu, basculer sur, Warren Publishing ou d'autres qui effectivement ont retrouvé du taf, mais qui ont quand même voulu, refaire de l'horreur et du coup, retourner du côté de Warren Publishing. Vous avez d'autres auteurs aussi quand même très connus, d'autres, scénaristes et d'autres dessinateurs très connus qui vont aussi aller chez Warren Publishing le temps de quelques récits. Pourquoi? Bah, pour pas qu'on leur casse les couilles, en fait. En mode, je vais aller là-bas, j'ai 2-3 histoires très sympas, je vais les faire, il y a pas le Comic Code Authority, personne ne me fera chier et après ça, bah, je retournerai du côté de Marvel, DC ou que sais-je. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on retrouvera Steve Ditko pendant un petit moment du côté de Warren Publishing. En mode, bah, je vais faire une histoire, ou 2 sans aucune limite, et voilà. Laisser libre cours un peu à soit à ma machine à écrire, soit à mon crayon, quoi. C'est aussi simple que ça. Heu, du coup, les années 70, je pense que vous l'aurez compris, vont, faire naître d'autres grands noms de l'industrie de la BD américaine. On peut penser à Bernie, Wrightson, on peut penser à Richard Corben, on peut penser à Bruce Jones. Bon, malheureusement, je vais passer un peu plus vite sur eux parce que, bah, forcément, il y a un peu, bah, il y a beaucoup de choses à dire. Je vous l'ai dit, il y a vraiment trop de données. Mais dans le cas de Bernie, Wrightson, bon, c'est un auteur particulièrement talentueux et il se fait remarquer, bon, pour plusieurs choses, mais surtout, il est connu pour avoir co-créé quand même Swamp Thing puis Destiny. Après ça, il va poursuivre sa carrière, bah, du côté de Warren toujours avec, Eerie, Creepy. Il va reprendre des, contes, d'Edgar Allan Poe, de Lovecraft, comme l'a dit Matt. Donc, tout ça, ce sont des choses effectivement qui vont apparaître dans ces eaux-là, pardon, grâce à ces auteurs-là. On compte quand même pas mal de travaux d'horreur, donc on a aussi, Freak Show qui est inspiré du film Freaks, par exemple. Heu, il y a beaucoup, beaucoup de choses à se mettre, sous la dent concernant cet auteur. Il avait aussi, collaboré quand même à diverses reprises avec Stephen King, donc c'est pas rien. Donc il avait illustré par exemple sa nouvelle, Cycle of the Werewolf ou en réalisant encore plus impressionnant, en réalisant la version comic book de Creepshow, donc film, dont Stephen King avait, signé le scénario, donc c'est pas rien. Et pour, Richard Corben, c'est un peu le même principe, hein. C'est vrai qu'il est surtout connu pour la série Den, qui n'est pas une série d'horreur, mais il a illustré quand même dans beaucoup de titres plus horrifiques, dont, Eerie, Creepy, Vampirella. Donc il a un style graphique, c'est vrai, assez unique, tout en rondeur, qui colle pas forcément, le pire, c'est que ça colle pas forcément au style, horrifique et pourtant, bah, ça fait mouche, quoi. Il excelle dans ce registre et c'est lui aussi, on va pouvoir, lui aussi, pardon, il va réaliser pas mal d'adaptations d'Edgar Allan Poe ou de Lovecraft. Et il est également intervenu sur des titres horrifiques tels que Hellboy, Alien, Hellblazer, en passant par Rage Bigfoot, La Maison au bord du gouffre, etc., etc. La liste est super, super longue.
À cette époque, du côté de Marvel, on va avoir droit à ce que j'ai appelé la petite horreur. Voilà, Marvel à cette époque ne cherche pas les emmerdes, hein, en termes d'horreur. Donc, il va proposer des titres horrifiques, mais quand même très gentils, vraiment très gentils. C'est là qu'on retrouve, Werewolf by Night, de Tomb of Dracula ou alors de Son of Satan. Enfin, clairement, rien que le nom, ça fait vraiment film de série B. Donc voilà, des séries, qui ont une allure, on va dire, de, titres horrifiques, mais qui ne valent rien par rapport aux EC Comics et au Warren Publishing. Donc voilà, il y a aussi, quelques super-héros d'inspiration un peu plus horrifiques qui vont être créés dans ces eaux-là. On peut penser à Ghost Rider ou Man-Thing. D'ailleurs ça, c'est assez, intéressant, c'est assez drôle. Donc il y a 2 secondes, j'ai parlé de Swamp Thing et là, je parle de Man-Thing. Et bah, il y a une anecdote assez intéressante par rapport à ça. Bon, je pense que vous l'avez compris d'ores et déjà, avec le nom Swamp Thing d'un côté, Man-Thing de l'autre, le design des créatures, il y en a forcément un qui a pompé sur l'autre. Enfin, c'est plutôt évident. Enfin, les personnages ont la même gueule, ils viennent tous les 2 plus ou moins du Marais, heu, ils ont presque le même nom. C'est évident qu'il y en a un qui a pompé sur l'autre. Ouais, et ben le problème, c'est qu'ils sont sortis avec si peu de différence de temps, qu'aujourd'hui encore, on est incapable de dire qui a pompé sur qui. Officiellement, on ne sait pas qui a pompé sur qui. C'est assez, cocasse comme situation, mais alors bien évidemment, tu demandes à l'un, il va dire l'autre, tu vas demander à l'autre, ils vont dire l'un, mais officiellement, tu as presque l'impression que, bon voilà, par hasard, 2 auteurs et 2 dessinateurs ont créé en même temps à peu près le même personnage. Ouais, c'est assez cocasse. Alors par contre, la carrière du personnage n'est pas du tout la même, hein. C'est-à-dire que Man-Thing, il a eu une carrière, on va dire, sympa et stagnante. C'est-à-dire que lui, c'est un trait. Swamp Thing, lui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de carrière stagnante. Par contre, il a explosé là où Man-Thing n'a jamais explosé et il s'est cassé la figure là où Man-Thing ne s'est jamais vraiment cassé la figure. Donc on va dire Man-Thing assez bien et stable et Swamp Thing gigantesque déception, gigantesque déception. Donc c'était, on va dire les 2 opposés en tout cas sur ce point de vue-là. Pour, Swamp Thing par contre, il y a quelque chose qui va se passer un peu plus tard. Je ne sais pas si tu sais Martin? Swamp Thing, est-ce que tu connais des auteurs qui ont été dessus? Bah, tu viens de mettre la slide, mais oui, j'allais dire Alan Moore, oui. Ah, non. Bah, en fait, Tu penses à Alan Moore? bah oui, parce que de toute façon, l'une des phases gigantesques, oui, c'est Alan Moore dans les années 80. Oui, c'est exactement ça. Donc il faut savoir que, la qualité du coup de la série commençait à chuter, notamment après le départ de Bernie, Wrightson. Du coup, on a voulu un peu redynamiser le titre et pour ça, on a fait appel à un scénariste, britannique, donc qui était inconnu quand même à cette époque-là, hein. On le considérait comme étant prometteur. C'est l'adjectif qui lui collait le mieux à cette époque-là. Aujourd'hui, ce serait peut-être génie. À l'époque, c'est prometteur. Donc voilà, on a appelé ce jeune plein de promesses, Alan Moore qui a pris le titre et qui va le transformer en un seul épisode en plus, l'épisode Leçon d'anatomie. Donc c'est vraiment une vingtaine de planches, hein, pas plus. Et il va imposer sa vision en utilisant une technique qui va être un peu sa marque de fabrique, qu'il réutilisera par la suite, hein, qui est, on va dire, la déconstruction du héros, mais tant physique que littéraire, tant littéral que littéraire, j'ai envie de dire. Donc on a un ton moderne, radicalement différent de ce qui avait été fait par le passé, qui fait vraiment mouche. On a de nombreux thèmes comme l'écologie, il va développer une histoire d'amour assez, atypique. Bon ça, c'est aussi le propre d'Alan Moore, hein. Clairement, il a toujours été fort là-dessus. Parce que là, on est clairement dans une histoire d'amour, un peu, bah, phytophile, hein, entre, une plante et un être humain. Donc il va nous présenter déjà là, il va le faire encore plus par la suite, hein, mais déjà là, il va nous présenter un peu sa vision, assez libre de la sexualité, des drogues. Voilà, il a toujours eu une vision assez ouverte là-dessus et clairement, cette vision ouverte, elle va se ressentir dans, Swamp Thing. Donc Swamp Thing, comme je vous l'ai dit, il y a eu des grosses périodes, hein, où, le titre a très, très bien marché, où il a marqué les esprits. Le run d'Alan Moore sur Swamp Thing est une de ces grosses périodes, hein. C'est clairement un moment un incontournable du personnage. Heu, donc il restera une quarantaine d'épisodes sur la série
il va avoir pas mal de récompenses. Après ça, voilà, il va faire, son chemin sur d'autres comics qui marqueront définitivement, son nom dans l'industrie de la BD américaine. Donc c'est après ça qu'on aura, The Killing Joke et bien évidemment, Watchmen. Voilà, tout ça, c'est, clairement grâce à Alan Moore et c'est encore une fois un grand nom de l'industrie du comics, d'où le fait que j'ai mis le petit jeu de mots, voilà: «Le roi est Moore, vive le roi». Une des visions pour voir la création de Vertigo, ce sont, les créations de personnages un peu atypiques, un peu plus, horrifiques, qui appartiennent à des univers un peu plus horrifiques. Donc c'est le cas de Something d'Alan Moore, c'est le cas de Hellblazer, qui va mettre en avant notamment le personnage de Constantine. On part du principe que ces univers-là n'entraient pas vraiment dans la ligne, voulue par, la ligne directrice voulue par, DC Comics, qu'il leur fallait autre chose. Et c'est là qu'on s'est dit que Vertigo, du coup, ça serait pas mal, qu'il leur faudrait en tout cas autre chose à tous ces univers-là. Ça, c'est une, des raisons. L'autre raison, c'est tout simplement, Karen, Berger, hein, donc qui est là à gauche. Alors je ne sais pas comment on prononce son nom, donc moi je vais dire Berger, qui est à gauche, donc c'est elle qui a lancé l'idée vraiment en 93 avoir un label Vertigo, donc qui appartient à DC Comics, heu et qui, heu, qui aurait pour but vraiment de proposer autre chose que les titres de DC Comics. Alors elle, ça lui va bien, hein, il faut savoir qu'elle a toujours été intéressée, par, l'horreur. C'est une grosse fan du genre, horreur et elle passera notamment d'ailleurs éditrice sur le titre, House of Mystery jusqu'à sa fin. Les univers un peu plus sombre, ça lui fait pas peur, c'est quelque chose qu'elle apprécie et elle pense clairement que, les titres horrifiques ont leur place chez DC Comics, mais pas avec les héros DC Comics. D'où le fait d'avoir cette, ligne Vertigo. C'est aussi histoire que ses directeurs ne lui cassent pas les couilles. Heu et du coup, bah, au milieu des années 80, elle va carrément amener un nouveau souffle chez DC Comics avec son Vertigo. Pourquoi? Parce qu'elle va elle va engager pas mal d'auteurs très, très, très prometteurs qui vont faire des dingueries dans son label Vertigo. Je ne sais pas si vous êtes, fan de rock, mais on part du principe qu'il y a une grosse contre-attaque, de rock britannique, ou de heavy metal, oui, la contre-attaque heavy metal du britannique du rock. Tu un peu la même chose du côté des comics, c'est-à-dire que tu as là ce qu'on appelle la grosse contre-attaque britannique, hein. C'est-à-dire que tu as, pas mal de noms de d'auteurs britanniques prometteurs qui vont apparaître dans ces eaux-là. Donc, tu as Neil Gaiman, Peter Milligan, Grant Morrison, Garth Ennis, Jamie Delano, entre autres. On va parler là d'invasion britannique du côté des comics, là où encore une fois, on va parler, d'invasion, britannique, du côté de la musique. Elle va, du coup lancer des titres assez différents dans ce label Vertigo, alors qui seront pas forcément à chaque fois horrifiques, mais qui auront systématiquement cette, stipulation pour, lecteurs avertis, on va dire. Et donc là, tu vas avoir des titres, ben, bien plus matures. Donc, tu vas avoir, Animal Man, Doom Patrol, Shade the Changing Man, Black Orchid et bah, c'est là qu'encore une fois, tu vas retrouver les chefs-d'œuvre, Something d'Alan Moore et bien évidemment, c'est là que tu vas retrouver, The Sandman de Neil Gaiman. Donc tous ces titres, encore une fois, vont avoir la mention pour public, averti et ça va être un peu la marque de fabrique de Vertigo, hein, au final, hein. À cette époque, en tout cas, le but de Vertigo, c'était proposer quelque chose de différent et quelque chose de plus sérieux, de plus mature. C'est pas tant que le public non averti. Pourquoi cette appellation pour public averti? C'est pas parce que tu avais des scènes choquantes, c'est parce que les thèmes, les questionnements développés dans ces histoires méritaient qu'on ait un certain âge, qu'on ait un certain recul sur les choses. C'est pour ça que tu avais surtout pour public averti. Bah, clairement, pour Swamp Thing, c'est pas le truc le plus horrifique que vous ayez jamais vu. Maintenant, le truc avec la drogue, les relations amoureuses, etc., avec bah, la créature, bon, pour public averti, c'est pas mal vu comme ça, quoi, disons. Dans ce label Vertigo, donc oui, on va avoir des titres horrifiques, mais on va avoir aussi des titres plus fantastiques, plus dans la fantaisie aussi. Tout ce qui est aussi de l'ordre du polar.
Donc on peut penser à Scalped ou à 100 Bullet. On peut penser à la satire un peu plus sociale avec Transmetropolitan ou DMZ. Donc voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de titres Vertigo qui vont apparaître à cette époque-là et qui vont vraiment avoir de nombreux fans. Aujourd'hui encore, hein, il y a beaucoup, beaucoup de fans qui pensent que le label Vertigo n'aurait jamais dû disparaître, ou en tout cas n'aurait pas dû évoluer de la sorte, parce que la promesse initiale et ce qui était proposé au début était juste extraordinaire. Alors, il y a pas mal de titres, on va un petit peu en parler, mais rapidement, parce que bah, le temps défile. Bon, Sandman, je reviens pas dessus, parce que déjà, on en a parlé à plusieurs reprises, et parce qu'en plus, c'est pas vraiment de l'horreur. Mais voilà, mini parenthèse pour vous dire que l'univers de Sandman et ses spin-offs, hein, donc de Dreaming, Lucifer, c'est extraordinaire. C'est vraiment un univers qui vaut les tours. Si vous n'avez jamais lu de Sandman, je ne peux que vous le conseiller. C'est tout simplement de la poésie en BD. Je ne peux que vous le conseiller. Après, vous allez avoir donc des titres un peu plus horrifiques. On peut penser du coup, par exemple, à Hellblazer, qui est une très très longue série Vertigo, bah, qui est peut-être même c'est la série la plus longue de C'est la Vertigo série avec plus plus de longue. 300 euros. Ouais, ouais, ouais. Donc je vous l'ai dit, c'est la série qui va introduire John Constantine, qui est un détective de l'occulte. Détective de l'occulte, ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous allez avoir plusieurs tons dans cet univers. C'est aussi ça qui va le rendre intéressant, hein. Donc là, du coup, on peut parler dans la partie horrifique, parce que parfois, vous avez clairement des histoires qui lorgnent vers l'horreur, hein. C'est tout à fait ça. D'autres histoires vont plus lorgner vers presque l'enquête, puisque bah, je vous le dis, c'est avant tout un détective, une enquête un peu surnaturelle, paranormale. Après, c'est pas tant par l'ambiance, on va dire, de l'univers que ça a marché, c'est vraiment le personnage de John Constantine en lui-même qui aura été vraiment un coup de cœur pour de très 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 nombreux lecteurs. Ce côté anti-héros sans filtre, clairement, c'est vrai que ça marche. Le côté addiction, tabac, alcool et autres vices, clairement pour beaucoup de lecteurs, c'est un coup de cœur. Pour moi aussi, hein, d'ailleurs. Hein, voilà, très très bah, différent, en fait, tout simplement. Un personnage différent qui a été extrêmement apprécié au tout début. On peut penser à Preacher, qui a été adapté en série télé il y a pas si longtemps que ça. Donc, écrit par l'incontournable Garth Ennis, qui est un nom qui va revenir quand même assez souvent hein, dans l'horreur, Garth Ennis, et dessiné par l'exceptionnel Steve Dillon. Donc, qui reprend un peu une intrigue qui avait été un peu abordée dans Hellblazer, c'est-à-dire la relation entre un ange et un démon, qui va donner naissance à Genesis, une créature qui va posséder un prêtre, donc Jesse Custer, et lui donner le pouvoir de commander avec sa voix, ce qui est assez, du coup, on va dire, symbolique aussi, hein. Du coup, la voix du prêtre, la voix qu'on doit écouter, ou les voix du Seigneur sont impénétrables, etc. Vous avez plein d'images comme ça où la voix, les paroles sont importantes dans le milieu de la religion. Donc là, elles sont importantes, mais d'un côté plus terre à terre, plus probant, on va dire. Euh, c'est vraiment un ovni dans la BD, hein. C'est violent, gore, blasphématoire, cru, terrifiant. C'est un mélange un peu de tout ça, et c'est assez exceptionnel. Et c'est là que je me dis que je l'ai toujours pas fini d'ailleurs. J'en suis qu'au tome 2. Bon, dans les tomes, dans les gros pavés par contre, hein, mais il faut vraiment que je continue parce que c'est dingue. Euh, voilà, si vous connaissez pas, je ne peux que vous conseiller. Et si vous me regardez là actuellement, parce que vous êtes nombreux, ça fait plaisir. Merci à tous. S'il y a que l'horreur qui vous intéresse, Preacher, ça peut être une bonne option. C'est quand même très sympa dans le milieu de l'horreur. Je passe sur House of Mystery, House of Secrets, qui sont aussi des grands classiques. Je vous les conseille. iZombie, vous en avez peut-être entendu parler, parce que c'était aussi une série télé il n'y a pas si longtemps que ça. Principe assez simple. Cette fois, c'est une série en 28 numéros, hein. C'est plus aussi long que Hellblazer et Preacher. Donc, le principe, c'est une adolescente qui a son cerveau qui a un problème qui se détériore, et pour le régénérer, elle doit manger d'autres cerveaux. Mais ce faisant, elle absorbe à chaque fois un petit peu les pensées, ou tout du moins les souvenirs des cerveaux des personnes qu'elle a mangées. Et donc, bah, ça va aider, entre guillemets, à voir des choses, comprendre des choses que d'autres personnes n'ont pas compris. Et par rapport à ça, du coup, tu vas avoir un petit côté un peu plus tourné vers l'enquête. Voilà. Donc elle va manger les cerveaux de certaines personnes pour résoudre certaines enquêtes. Pourquoi les personnes ont été tuées? Les flics ne savaient pas ça, mais oui, mais moi j'ai mangé le cerveau, donc je sais que ça s'est passé ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et elle va pouvoir du coup reconstituer des puzzles
que les flics n'étaient pas capables de reconstituer. Donc, plutôt original, pas forcément extraordinaire, mais une option très sympathique. Voilà, donc iZombie par Chris Robertson et Michael Red. Pour le reste, Preacher, c'est toujours édité, aucun problème. Et Blazer, oui, par contre, vous n'avez pas forcément tout. Vous allez avoir quelques petits morceaux par-ci par-là. Une des dernières grosses sorties, El Blazer, c'était un Black Label. S'il est encore disponible, je ne peux que vous le conseiller. Donc en 2010, il s'est passé une catastrophe, en tout cas pour de nombreux lecteurs dont je fais partie, c'est une catastrophe. En 2010, vous avez le Vertigo qui devient un label, alors c'est assez marrant dans un sens, hein, un label exclusif aux créations originales. Et tous les personnages d'ici retournent dans le DCU. Alors ça, c'est assez marrant, c'est-à-dire que en fait, il y a beaucoup de personnages donc de DC Comics qui ont été placés un peu du côté de Vertigo parce qu'ils partaient du principe que c'était un peu trop différent. En 2010, finalement, ils veulent récupérer un peu tous ces personnages, donc c'est-à-dire qu'ils apprécient John Constantine, mais ils aimeraient bien que John Constantine, par exemple, résolve un peu plus d'enquêtes, mais du côté de personnages tels que Batman, par exemple. Et donc pour ça, il faut les remettre du côté du véritable univers de DC Comics. Donc voilà, tous les John Constantine, Swamp Thing, Sandman, etc., Animal Man, ils vont les reprendre du côté de DC Comics. Encore que Sandman, il y est sans y être. Donc même là, déjà, il commence déjà à foutre la merde. Euh, et pourquoi déjà parce qu'ils veulent réutiliser les personnages différemment. C'est comme ça qu'on va avoir notamment la Justice League Dark, dont vous avez l'image là. Mais aussi parce qu'ils veulent que Vertigo devienne un label un peu plus indépendant et un peu plus exclusif aux créations originales. Le problème, c'est que ça sous-entend qu'ils ont enlevé tous les plus grands noms, en fait, de Vertigo. Et puis, on a beau dire, il y a plein de personnages de DC Comics qui, effectivement, ont été du côté de Vertigo, mais c'est du côté de Vertigo qu'ils ont explosé, justement. Donc, retirer tous ces personnages du côté de Vertigo, à peu de choses près, ça a mis un gros coup de frein à Vertigo, pour ne pas dire ça a tué Vertigo, hein. Alors ça veut dire que du coup, on a également de nouvelles séries du côté de DC Comics. On les retrouvera en 2011 du côté du New 52. Donc, je vous en ai parlé. Vous avez notamment Justice League Dark par Peter Milligan. Donc, il va être une sorte de Justice League de l'occulte, hein, où on va retrouver tous les personnages un peu tournés vers la magie, les sciences occultes. Donc, on va avoir Constantine, évidemment, mais aussi Zatanna, Deadman, Shade, Madame Xanadu, entre autres. L'équipe va évoluer au fil du temps. Tu vas avoir aussi une série Animal Man, une série Something. Donc voilà, ils vont multiplier les séries du coup de DC Comics. Mais encore une fois, effectivement, du côté de Vertigo, c'est clairement une balle dans la tête à peu de choses près, hein. Il a fermé ses portes d'ailleurs, hein, finalement en 2020. Donc, comme je l'ai dit, il n'aura finalement pas survécu. Aujourd'hui, on considère que, on va dire, le fils spirituel de Vertigo serait le DC Black Label. C'est un peu facile de résumer ça comme ça, et c'est même pas tout à fait juste. Mais en tout cas, au niveau de l'ambiance et des règles qui régissaient le label Vertigo à l'époque, on se rend compte qu'il y a pas mal de ces règles que l'on retrouve du coup du côté du Black Label. Donc voilà, si vous voulez attaquer le label Vertigo, soit vous tapez les anciennes versions, soit renseignez-vous un peu sur ce qui se fait du côté du DC Black Label. Vous avez certains récits qui se rapprochent quand même vachement de ce qui avait été fait à l'époque du côté de Vertigo. Donc voilà, clairement pas un Vertigo 2.0, on va dire une sorte de fils spirituel, un peu. Alors, il y a des autres noms qui vont commencer à sortir du lot, hein, on va dire, dans cette période-là. Il y a notamment Scott Snyder. Alors aujourd'hui, évidemment, on ne le présente plus. Mais à l'époque, il était pas encore aussi connu pour être aussi présent du côté de l'horreur, on va dire. Mais donc c'est à cette époque qu'il va proposer quand même pas mal de titres horrifiques qui moi, sont quand même très appréciés, qui sont vachement connus quand même. Donc on peut penser à American Vampire, où il va reprendre le principe du vampire et le mélanger avec quelque chose qu'il apprécie énormément. Alors, il va reprendre un peu tout ce qui existe du côté du vampire, hein. C'est-à-dire qu'il ne va pas reprendre forcément une mythologie du vampire, mais un peu toutes les mythologies du vampire. Il va le mettre dans un mixeur. Il va reprendre l'histoire des États-Unis, parce qu'il adore ça aussi, l'histoire des États-Unis.
Il va le mettre aussi dans le mixeur, il va mixer tout ça, ça va sortir en bouillie, il va en faire une histoire et ça va être exceptionnel. Ouais, c'est à peu de choses près, c'est ça. C'est très très bon. C'est vraiment, on va dire, explorer les mythes les plus anciens des vampires et un peu toutes les origines possibles et imaginables, mais en revisitant du coup l'histoire des États-Unis. C'est vraiment très 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 bon. Ça aussi, c'est du côté de Vertigo. Et on va le voir sur d'autres titres horrifiques, notamment du côté de Image Comics. Donc, par exemple, on peut penser à Severed, on peut penser à The Wake aussi, qui avait été dessiné par Sean Murphy. Du côté d'Image, toujours, il avait fait la mini-série Witches, qui est sans surprise autour de sorcières. Pour les choses un peu plus mainstream aussi, on peut penser à Dark Knight Metal et Dark Knight Death Metal. Alors, malheureusement, je le cite parce que si tu parles de Scott Snyder et que tu parles d'horreur, c'est pas possible de ne pas parler de ça. Maintenant, presque tous les lecteurs de comics sont d'accord pour dire Ouais, que ces deux titres-là, alors c'est important dans la continuité d'DC Comics et dans le lore de DC Comics, mais ça a été surtout impactant visuellement. En fait, visuellement, c'est quelque chose. Visuellement, c'est effectivement horrifique. Enfin, il suffit de voir le Batman qui rit avec les Jokers enchaînés, les Robins jokerisés enchaînés. C'est extraordinaire. Visuellement, c'est extraordinaire. Le principe même de la Justice League horriblement dark comme ça, c'est aussi une excellente idée. Mais par contre, en termes de réalisation et d'écriture, bah là, par contre, c'est mauvais. C'est même pas que c'est décevant, c'est que malheureusement, c'est mauvais. Comme quoi, même Scott Snyder, il peut se planter. Hein. Il était déjà en baisse de régime hein, sur la fin de son arc Batman. Là, c'est clairement dans la continuité. Donc c'est un peu dommage, vu les dessins, ça méritait vraiment, vraiment mieux. Mais voilà, sachez que ça existe. Si vous êtes un peu comme beaucoup de monde, vous allez vous dire, mais la vache, avec des dessins pareils, il doit exagérer. Non, non, ça doit être bon. Non, malheureusement, je bah, n'exagère pas. c'est pas bon. Non, c'est dommage. Putain, c'est vraiment dommage d'avoir des dessins et des personnages pareils. Je désespère pas que les personnages soient réutilisés, mais pour autre chose et de qualité. Euh, donc, vous l'aurez compris, donc du côté de Vertigo, il y a pas mal de trucs horrifiques, mais on trouve pas mal de trucs d'horreur aussi chez d'autres éditeurs. Et pour ça, on peut dire aussi merci à Todd McFarlane. Todd McFarlane, donc qui a commencé du côté de d'Amazing Spider-Man. Hein. Alors, c'est pas forcément connu, mais mais pourtant c'est un fait. Donc, on sait que il y a une série qui s'appelle Spider-Man, on sait qu'il y a un auteur qui s'appelle Todd McFarlane, et on sait que Todd McFarlane a agi sur Spider-Man. Pareil, si vous y connaissez un petit peu, vous savez que ce sont des numéros qui se sont énormément, énormément vendus, et que c'est aussi pour ça que finalement qu'il va finir tout simplement par se barrer hein, du côté de qui va fonder Image Comics. Mais par contre, ce que vous savez pas, c'est ce que vous savez peut-être pas, vous le savez peut-être, hein, ce que vous savez peut-être pas, c'est que déjà en run sur Spider-Man était marqué par des histoires déjà bien plus sombres. Hein. Donc on peut penser déjà au lézard. Alors, il n'a pas inventé le lézard, par contre, franchement, il a donné une dimension bien plus effrayante à ce super-vilain assez classique hein, de Spider-Man. Il y avait vraiment un avant-après Todd McFarlane. Donc vraiment, les histoires de Spider-Man à ce moment-là sont bien plus sombres et ça se ressent aussi sur les personnages. Donc encore une fois, on peut penser au lézard, mais on peut penser aussi au Wendigo, au monstre cannibale. C'est aussi à ce moment-là qu'on va avoir pas mal de personnages du genre tout simplement Morbius, le vampire. Donc tout ça, c'est sous l'impulsion de Todd McFarlane. Euh, le succès phénoménal de tous ces numéros qui vont être faits du côté de Marvel, par Todd McFarlane et 5 autres auteurs, vont pousser ces 6 auteurs à claquer la porte de Marvel et à fonder Image Comics. Et à ce moment-là, lorsque Todd McFarlane fonde Image Comics en 92, lui, il va rester du côté horrifique de la force. Ça va pas forcément être le cas de tous les auteurs, mais lui, oui, clairement, ça va être le cas, puisqu'il va lancer, dès le lancement d'Image Comics, Spawn. Alors, Spawn, qu'est-ce que c'est? Ça raconte l'histoire d'un soldat sans scrupules qui échoue en enfer à sa mort. Or, bah, sa femme est toujours sur Terre, donc il fait une sorte de pacte, on va dire, avec les démons, avec Lucifer, enfin, qui vous voulez, euh, pour, du coup,
revenir du côté, de la Terre. Sauf que, le problème, c'est qu'il accepte de servir les forces de l'enfer, mais ça, à la base, s'il le fait, c'est pour retrouver son épouse. Mais comme tous les pactes avec le diable, bah, les dés sont un peu pipés. Et dès le début, du côté du diable, il était évident que ça n'allait pas se passer comme ça. Et effectivement, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il revient sur Terre, mais sous une apparence monstrueuse, et 5 ans après son décès. Donc sa femme s'est consolée dans les bras de son meilleur ami, et clairement, bah, Spawn, il s'est fait berner. C'est aussi simple que ça, hein. Donc par rapport à ça, il va rejeter son alliance avec l'enfer. Donc oui, il va revenir sur Terre. Oui, ça va être une sorte de guerrier de l'enfer, mais ça ne va absolument pas être le général des armées de l'enfer, quoi. Donc, par rapport à ça, du coup, tu vas avoir une succession d'aventures où tu vas avoir un Spawn qui va être tantôt horrifique, tantôt super-héroïque, tantôt dans l'occulte. Ça va dépendre de la période, mais on part souvent du principe que plus le temps passe, en tout cas à cette époque, plus le temps va passer, plus il va être un peu dans l'horreur. Et il va y avoir pas mal de séries dérivées qui vont aller encore un peu plus loin, par exemple comme Spawn, The Undead, tout simplement. Bah, après, même s'il est sur le dessin de Spider-Man, ça participe à l'ambiance. Oui, c'est vrai que j'ai peut-être sous-entendu qu'il était scénariste sur tous les Spider-Man. Je pense que dans tous les cas, il a clairement participé à l'ambiance et puis bah, la co-création des personnages. Bon, ça par contre, c'est clairement lui, hein, de certains personnages en tout cas. Bon, je vais malheureusement un petit peu avancer. Donc, Sin City, pas forcément horrifique, mais en tout cas dérangeant et clairement pour public averti, oui. On peut penser aussi à la création de Mac Mignola avec Hellboy. Pareil, série qui continue aujourd'hui encore. Donc, un immense classique de l'horreur slash occulte. C'est un univers assez atypique, assez intéressant. Donc, tout ce qui concerne tout ce qui concerne le Hellboy, le BPRD, parce que tu vas mélanger des données un peu historiques à du fantastique, de l'occulte. Donc, typiquement, pour l'univers de Hellboy, tu as vraiment le mélange nazi-occulte, quoi. Donc, c'est assez unique, c'est assez intéressant. Bon, moi, malheureusement, j'ai jamais été un immense fan des dessins de Mac Mignola. Donc, du coup, voilà, toujours eu beaucoup de mal. Mais clairement, c'est considéré comme étant un incontournable du genre, hein. Ça, on peut pas mentir. Crust, de nouveau par Garth Ennis, hein, voilà, je vous avais dit qu'on allait le retrouver à plusieurs reprises. Pourquoi j'en parle? Tout simplement parce que on part souvent du principe que c'est tout simplement ce qu'il y a de plus barré, de plus crade, de plus violent gratuitement en termes de comics. Alors, là, je parle du côté des éditeurs à peu près mainstream. Je pense que si tu vas voir des éditeurs un peu plus indés, un peu plus underground, je pense que Crost, à côté de ça, c'est la petite maison dans la prairie. Mais en tout cas, publier une histoire en partant du principe que tu veux le vendre au plus de monde possible, je pense dans ces cas-là que c'est Crost, clairement, qui sort du lot. Le principe est assez simple, hein, c'est une sorte de virus, on va dire, qui touche la population. Et dès que tu es touché, tu as une croix au niveau du visage, d'où le nom, Crust, et tu deviens une sorte de zombie, mais pas assoiffé, enfin, mais qui veut pas manger les autres comme tous les trucs d'horreur, mais qui devient par contre beaucoup plus violent et beaucoup plus pervers. C'est aussi ça important. Donc du coup, Crust, c'est quoi? C'est un mec transformé qui va arracher le bras d'un mec, le frapper avec, puis après il va prendre le moignon, puis il va fourrer le moignon avec avec sa grosse hache. Donc voilà, c'est clairement ça l'univers de Crust, hein. C'est tout un truc, ça change. Voilà, le dimanche après la messe, c'est sympa. Faut l'estomac solide, quoi. Faut l'estomac solide. Bah, moi, clairement, c'est vrai que bah, là, du coup, il n'y a rien cette fois qui m'a si tu veux. Contrairement, ou comme j'avais dit, par exemple, pour Martyr, où t'as pas tant de sang que ça, mais par contre, je pars du principe qu'il faut avoir l'estomac solide pour voir une femme se faire cogner pendant 1 heure et demie. Là, je trouve qu'il n'y a rien qui te met mal à l'aise, qui est dérangeant, parce que là, tu sais que c'est purement de la fiction, tandis que Martyr, malheureusement, ça pourrait arriver, quoi, t'as envie de dire. Donc, Cross, étant donné que c'est purement de la fiction, là, c'est juste, du coup, se lâcher, quoi. Oui, 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 tu as plusieurs séries pour Cross, hein. Alors, séries spin-off, c'est même le bon terme, parce que ce sont pas vraiment des séries, c'est même plus
des mini-séries, des one-shots qui sont rajoutés par-ci par-là au fur et à mesure. Et si je me souviens bien, j'ai regardé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a aussi un film Crust qui a été tourné il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait une éternité qu'on n'a plus de nouvelles. Donc voilà. On sait à quoi ressemble le casting. Ça m'a marqué parce que je connaissais aucun des noms de ce casting. Mais voilà, depuis, on n'a toujours pas de nouvelles. La dernière news que j'ai fait à ce sujet, c'est le 30 juillet 2025, donc presque un an. La news, c'était le tournage est terminé. Un comics, bien évidemment, qui a aussi marqué l'industrie il n'y a pas si longtemps que ça, puisque bah, on continue d'avancer dans le temps. C'est bien évidemment Walking Dead, toujours du côté d'Image Comics. Donc ça va nous permettre de faire une petite parenthèse Robert Kirkman. Bon, Walking Dead, tout a été dit. Alors oui, ça a été un séisme dans l'industrie du comics. C'est très simple. Lorsque tu voyais le top vente des BD américaines, genre tu regardais le top 10, tu avais systématiquement que du Marvel et DC, sauf le numéro 1 très souvent, qui était Walking Dead. Quand il y avait un numéro Walking Dead qui sortait, bien sûr. C'était pas hebdomadaire, c'était mensuel. Donc voilà, c'était un véritable phénomène à cette époque, avec du coup Robert Kirkman. Alors au dessin, on a eu pendant juste le premier volume, peut-être même juste le premier numéro, je crois bien, Tony Moore. Après ça, c'était Charlie Adler. C'est vrai qu'on l'oublie, Tony Moore, du coup, tellement il a été expéditif sur cette série. Mais voilà, du coup, on est obligé de dire, créé avant tout par Kirkman et Tony Moore, même si du coup Charlie Adler, vu tout ce qu'il a co-créé, on peut que le mettre dans la catégorie des créateurs au même titre que Kirkman et Tony Moore, même s'il s'est pointé après. Donc voilà, le titre a fait un carton, la série aussi, il y a encore des spin-offs actuellement. Donc clairement, voilà, ça continue. Kirkman, il avait aussi signé une autre série d'horreur qui était Outcast en 2014, qui était très sympa aussi. Alors, Outcast, je ne peux pas trop en parler, je ne l'ai pas encore lu. Pour Walking Dead, en toute objectivité, la première moitié du comic, c'est quand même très bonne. La deuxième moitié, on sent que c'est toujours la même chose après. Et même Kirkman avait répondu à ce sujet presque en mode bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre quoi. Parce qu'il a fini par avoir des critiques quand même, mais vous en avez pas marre de faire toujours la même chose. Puis il avait expliqué que bah, qu'un comic c'était comme une série télé, qu'au fur et à mesure bah, tu tournais en rond et que c'était un peu ce qu'il faisait, et que c'était un peu une évolution normale. Je grossis le trait, mais à peu de choses près, c'est ce qu'il avait dit quoi. Et voilà, enfin, ça se ressent vraiment à mort dans son comics, et qui du coup malheureusement, franchement, les derniers tomes, il y a beaucoup, beaucoup moins d'intérêt, quoi. Par contre, on le retrouve sur d'autres titres qui sont de qualité, qui peuvent être plus ou moins horrifiques. Alors, du côté de l'horreur, on peut penser bien sûr à Marvel Zombie. Si vous cherchez vraiment ce que lui, il a fait sur Marvel Zombie, c'est très simple. C'est lui qui a un peu mis en place le principe. Donc, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement reprendre le tout premier Marvel Zombie. Et à peu de choses près, pour en avoir lu pas mal, c'est presque le seul Marvel Zombie qui vous le détourne. Une fois que Kirkman se casse de Marvel Zombie, qui va quand même bien continuer, très fréquemment, tu as des nouveaux Marvel Zombies. Après ça, c'est vraiment pas génial. Mais par contre, lui, ce qu'il a fait sur Marvel Zombie, c'est assez incroyable. Niveau Invincible, c'est clairement pas un comics d'horreur. Par contre, vu la violence qu'il y a, que ce soit dans le comics ou dans la série, d'ailleurs, dans la série animée, ce n'est pas un comics d'horreur, mais il y a clairement une dimension horrifique dans ce comics de super-héros. Donc voilà, si vous aimez bien l'horreur, mais aussi les super-héros, ça peut être une bonne option. Martin et moi, on est immensément fans d'Invincible. On vous le conseillera jusqu'à notre mort, à peu de choses près. Et ben voilà les amis, on va peut-être faire le tour de ce qu'il y a actuellement. Ah, avant ça, dernier comics. Est-ce que vous reconnaissez l'image, les gens? Alors à ce moment-là, dans la conférence, c'était un mini-jeu que j'avais glissé. Voilà, j'avais mis l'image là. Et le but était simple, c'était celui qui trouve, il a un petit cadeau. Voilà. Donc, alors il n'avait pas trouvé. C'est une fois que j'ai dit que ça tournait autour de clés qu'il y a quelqu'un qui m'a dit Lock and Key et qui a pu avoir le cadeau. Donc effectivement, Lock and Key, Je l'aurais euh, pas eu. toujours, toujours édité en France, c'est exceptionnel. C'est vraiment un titre exceptionnel. Je ne peux que vous le conseiller si vous ne l'avez pas encore lu. Là, on est clairement dans l'horreur. C'est scénarisé par Joe Hill. Joe Hill, c'est pas forcément un nom qui vous parle. Par contre, Stephen King, on en a déjà parlé. Ça, je pense que c'est un nom qui vous parle. Et bah, Joe Hill, c'est tout simplement un pseudonyme, puisque c'est le fils de Stephen King. Donc la série, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Par contre, le comics, incroyable.
je ne peux que vous le conseiller et les dessins, en fait, c'est pour ça que j'ai mis cette case, c'est parce qu'il y a comme ça quelques cases qui m'ont marqué et cette case, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle m'a marqué, quoi! Mais elle est vraiment extraordinaire, quoi. Enfin, au niveau de la mise en scène, au niveau, du personnage qui sort du puits, au niveau du regard, au niveau du jeu des ombres. Mais c'est incroyable, c'est vraiment une case exceptionnelle. Elle est vraiment géniale et puis, bah, vous avez pas toute la planche, mais c'est vraiment génial. En plus, toi-même, tu flippes parce qu'en fait, c'est pas une planche que enfin, c'est pas une case comme ça qui est au milieu de la planche. C'est du genre, le gamin, il regarde dans le puits, il y a rien dans le puits, tu tournes la page et paf! Et là, tu as ça, avec la monstruosité qui sort du puits. Donc toi, tu es là, tu es presque comme le gosse en mode, wow, mais what? C'était, non, c'est très, très, très efficace. Au niveau des titres un peu plus actuels, et vu l'heure, on va accélérer un petit peu. Ça va peut-être être un peu les conseils de lecture aussi les plus, faciles à se procurer, on va dire. Bon, vous l'aurez compris, hein, tout ce qui est EC Comics et cetera, je ne peux que vous les conseiller aussi, mais c'est peut-être, déjà un petit peu plus délicat. Tandis que ceux-là, genre, ils sont carrément dans les, étagères chez les bouquinistes, hein, encore actuellement. Donc déjà, il faut savoir qu'il y a pas mal de titres, Universal Monsters qui, sont faits. Donc ça continue en plus aux États-Unis. Je crois qu'ils ont bouclé La Momie il y a pas si longtemps que ça. En France, on en a déjà quelques-uns. Donc on a Frankenstein, Dracula, L'étrange créature du lac Noir. On a pas mal de titres comme ça. On retrouve notamment un autre grand nom de l'horreur, hein, qui s'est clairement fait une place ces derniers temps du côté des comics horrifiques, qui est James Tynion Ford. Donc voilà, tous ces titres-là, ces revisites des monstres universels ne sont pas forcément bons. Mais ça vaut le coup d'y jeter un œil parce qu'il y en a pas mal qui, dedans, sortent du lot et qui sont assez dingues. Par exemple, Dracula, au niveau du scénario, si je me souviens bien, parce que je les ai ça remonte quand même et puis je les ai tous lus, donc ça se mélange un peu. Mais si je me souviens bien, à peu de choses près, on est dans l'adaptation du roman de c'est Stoker, non? Oui, Bram Stoker. Bram Stoker, oui, ouais. On est si je me souviens bien pour le cas dans le cas de Dracula, on est vraiment dans l'adaptation du roman de Bram Stoker, du roman épistolaire de Bram Stoker. Tandis que pour d'autres, c'est souvent des histoires pour aller plus loin, après, avant, en parallèle, pour aller un peu au-delà de ce qui a été fait. Tandis que là, pour Dracula, on est vraiment plus sur de l'adaptation, quoi. Euh, j'avais beaucoup aimé, notamment la patte graphique. Ce qui est assez marrant parce que ça me faisait penser un peu penser à Arkham Asylum, un comics du côté de DC Comics que je n'avais pas aimé justement à cause de la partie graphique. Mais parce que tu avais un côté un peu psychédélique, délirant que 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 je trouvais ne collait pas vraiment un peu à Arkham Asylum. Tandis que pour Dracula, qui est un titre plus horrifique, du coup, bah là, je trouve pour le coup que ça passe bien. Donc ça, j'avais beaucoup aimé, quoi. Et donc voilà, sachez que vous avez pas mal de titres Monster Universal. N'hésitez pas à y jeter un œil. On ne peut que vous conseiller certains d'entre eux. Nice House on the Lake et Nice House by the Sea, moi je ne les ai pas lus, mais l'ami Martin, oui. Il vous a déjà conseillé par le passé, donc je pense qu'il vous les conseille aujourd'hui encore. Tu peux Oui. confirmer? Je Oui. conseille. J'ai pas encore lu By the Sea, mais By the Sea, j'attends que la série soit terminée. Mais The Nice House Ok, on the Lake, oui, je l'ai lu. Oui, je recommande plus d'une fois. voilà. J'ai une confiance aveugle en mon collègue, donc du coup, vous pouvez suivre ces bons conseils. Du coup, je les ai conseillés également lors de la conférence. De toute façon, au-delà de Martin, je ne les ai pas lus, mais ils ont clairement fait leur petit bonhomme de chemin et ils ont leur réputation. Peut-être que le tout dernier en date, c'est Exquisite Corpses par James Tynion Ford de nouveau. Alors moi, je suis assez mitigé sur ce titre dans le sens où ça n'apporte rien de nouveau. Alors je pense que du coup, si tu aimes l'horreur mais que t'en as pas bouffé tant que ça devrait passer. Par contre, si comme moi, t'en as quand même beaucoup lu, t'as l'impression que c'est un mélange de deux trois univers et puis James Tynion Ford a été assez presque un peu fainéant, on va dire, hein, sur le principe. Puisqu'il s'agit du coup de 12 familles, ou 13 familles, je sais plus, qui désirent prendre le contrôle des autres familles, mais pour éviter de se faire la guerre et avoir des centaines de morts,
Ils vont choisir chacun une sorte de champion et il y a un battle royale entre les 12-13 tueurs là, qui va être mis en place dans une ville qui était isolée au préalable. Et voilà, t'as rien de bien nouveau. Par contre, pour moi, ça reste une œuvre qui est à suivre parce qu'au-delà du titre, tu as une promesse. C'est-à-dire que James Tynion Ford, il a vraiment annoncé que c'était vraiment une série d'un univers qui va être en continuel développement avec pourquoi pas des adaptations et tout le tralala. Donc, même si pour l'instant ça commence assez mollement, on est bien obligé de garder un œil dessus, quoi, j'ai envie de dire. Du coup, au niveau des autres titres que j'avais mentionnés, bon, j'avais expliqué que Spawn continuait. J'avais fait aussi une petite parenthèse sur Gutanabe, parce que j'avais expliqué que, que très souvent, malheureusement, il y avait, euh, il y avait pas mal de lecteurs qui avaient du mal un peu à lire un peu de tout, qui souvent, pour une raison ou pour une autre, cantonnaient à un style particulier, à un genre particulier. Donc c'est comme si moi, par exemple, je ne lisais que de la BD américaine, ce qui n'est pas le cas. Mais et souvent, c'est ce qui arrive avec les lecteurs de comics qui disent que les mangas c'est de la merde et les lecteurs de mangas qui disent que le comics c'est de la merde. Et du coup, c'est rare d'avoir une œuvre qui va un peu briser les barrières. Et c'est le cas de Gutanabe, des œuvres de Gutanabe, avec les chefs-d'œuvre de Lovecraft, donc qui est avant tout un manga, mais qui a mis tous les lecteurs de comics d'accord. En tout cas, tous les lecteurs de comics qui lui ont donné sa chance. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, j'avais fait une petite parenthèse sur les chefs-d'œuvre de Lovecraft de Gutanabe, qui est un manga, mais qui a beaucoup plu aussi aux lecteurs de comics. Donc voilà. Si vous ne connaissez pas, je ne peux que vous le conseiller aussi. Si vous ne connaissez pas Lovecraft, c'est exceptionnel, il faut lire Lovecraft. Et concernant donc cette adaptation, c'est assez incroyable parce qu'on part du principe que Lovecraft était un peu une œuvre inadaptable. Pourquoi? Parce que c'est le principe même de l'univers de Lovecraft. C'est des créatures tellement monstrueuses qu'elles en deviennent indescriptibles. Ce qui te fait peur, ce n'est pas ce que tu vois, c'est ce que tu ne comprends pas. Et les créatures que tu vois, elles sont tellement indescriptibles que tu ne les comprends pas. Tu meurs presque figé, instantané, quoi. On va dire presque ton cœur s'arrête devant cette monstruosité indescriptible. Et du coup, avoir une succession de créatures indescriptibles qui est vraiment le centre de l'univers de Lovecraft, tu te dis, bah, du coup, tu peux pas adapter ça. Et pourtant, Gutanabe a réussi. Il a presque, entre guillemets, adapté l'inadaptable. C'est assez incroyable, pourtant, il l'a fait. Il y a beaucoup, beaucoup de comics qui vont être aussi des suites ou être basés sur des séries ou des films d'horreur. Alors, aux États-Unis, il y en a une chier, hein, bien sûr. Tous les Halloween, les Vendredi 13, les Massacres à la tronçonneuse, les Chucky, bon, clairement, ils y sont un peu tous passés. En France, c'est vrai qu'on a surtout deux éditeurs chez qui on va trouver ça. On aura surtout Vestron et Panini Comics. Alors, pour Vestron, vous allez trouver pas mal de titres de l'univers de Crow, Evil Dead, Alien, Predator, en tout cas les anciens, parce que bah, maintenant, bah, il n'a plus les droits, donc il ne va plus vraiment le faire. Mais par exemple, il y a de nombreuses années maintenant, il avait proposé le crossover Predator Alien Judge Red, qui maintenant coûte la peau du cul, euh, qui est en rupture de stock depuis belle lurette. Mais voilà, c'était assez dingue. Et du côté Panini Comics, bah, vous avez tout ce que Disney possède. Donc vous allez retrouver donc, Alien, Predator. Il y a pas mal d'omnibus, notamment Alien, qui valent le détour. Je peux que vous les conseiller. Vous avez aussi, depuis quelques temps, les Predator versus 1-1-1 du Marvel Universe qui arrivent, qui sont aussi très sympas. Des comics un peu oubliés, parce qu'ils sont en rupture aussi depuis une éternité, qu'on retrouve non pas chez Vestron, mais chez Weta, donc l'ancêtre de Vestron, où vous allez trouver tous les Green Lantern versus Alien, les Aliens versus Predator versus Terminator. Tout ça, c'est un peu des titres du genre, tu sais qu'ils existent, il y a un truc bizarre avec tout ça, mais que tu as eu genre eu peut-être une fois entre les mains dans chez les collectionneurs ou quelque chose comme ça, mais sinon, que tu sais que c'est extrêmement lointain et extrêmement paumé et que tu as du mal un peu à avoir ça entre les mains, quoi. Excusez-moi. Toujours du côté des suites d'univers sur petit ou grand écran, on peut penser bien sûr à Buffy ou Angel. Alors, Buffy, on a eu la chance d'avoir pas mal de saisons en France, mais pas tout. Et là, je parle vraiment de la suite directe, hein, donc c'est-à-dire les saisons 8, 9, 10, 11, etc. Pour Angel, par contre, ça sera forcément de la VO.
Ils sont là, ils sont exceptionnels. Je ne peux que vous les conseiller, mais bah, du coup, c'est délicat. Hop. Alors, pour Buffy, typiquement, tu vas avoir deux types de bouquins. Tu vas avoir les saisons suivantes. Donc là, par exemple, tu as la saison 8 qui continue. Hein, c'est vraiment la suite de la série télé. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que c'est un peu ce que Joss Whedon aurait voulu faire, si vous voulez, mais sans les limites liées au budget. Donc, par exemple, dans la saison 8, il va faire intervenir l'armée. Mais vraiment l'armée. Genre avec des tanks et tout tralala. Bon, pas sûr qu'il aurait pu faire ça dans Buffy contre les vampires, quoi. Donc, ça, c'est très très cool. Toutes les saisons sont pas forcément bonnes après ça. Mais globalement, ça vaut le détour. Si vous êtes fan de Buffy, c'est vraiment vraiment chouette. Par contre, encore une fois, malheureusement, la fin, vous êtes bon pour vous la choper en VO parce que Panini Comics n'a jamais terminé. Et actuellement, bah, je ne sais pas ce qui est en rupture, ce qui n'est pas en rupture, donc c'est un peu délicat. Pour After the Fall, donc ça, c'est la saison 6 d'Angel. C'est encore plus simple. Ça n'est jamais arrivé en France. Du coup, je les ai achetés en anglais. Donc voilà, c'est très, 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 très bon aussi. Et voilà, pareil, je le sais. Hein, donc, non seulement si vous les voulez, ça sera forcément en anglais, mais en plus, il faut sortir les sous parce que bah, je sais que c'est aussi en rupture de stock aux États-Unis. Ce sont des vieux comics, hein. Donc, clairement, c'est un peu délicat. Tout comme les. Je vais finir avec ça. Hop, ça pareil, c'était très très cool. Hop, les 28 jours plus tard. Donc voilà, si vous aimez l'univers de Danny Boyle, c'est quand même un complément très sympa qui tient en 5 volumes du côté de Delcourt. Mais je vous en parle, je les ai achetés, j'habitais encore à Nancy, quoi. Donc j'étais étudiant, donc ça remonte à plus de 20 ans. Clairement, maintenant, ça devient très 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 compliqué de les trouver. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de conclusion, si ce n'est que les comics d'horreur, ça déchire. Non, bah, on peut dire que, à peu de choses près, les comics d'horreur ont un peu toujours existé, ça c'est plutôt évident. Ils ont plus ou moins frappé fort suivant l'époque, suivant le type de bâton qu'on leur a mis dans les roues aussi. Clairement, le Comic Code Authority aura vraiment fait mal au genre horrifique, mais c'est un peu comme un bon vieux Jason, voilà, ça reste increvable, ça ne fait que revenir encore et encore, toujours plus fort. Euh, Début 2000, forcément, avec Walking Dead, qui était un immense succès, ça a remis un peu les comics d'horreur sur le devant de la scène. Et aujourd'hui, on a encore des titres qui font parler d'eux, qui sont très souvent, voilà, pas très souvent, non, qui sont de temps en temps des petites claques littéraires, en tout cas du côté de la BD. Et bah, parfois, ce sont des titres d'horreur. Donc voilà. Merci à tous ceux qui sont encore à intervenir de temps en temps à ce registre de l'horreur. Donc tout ce qui est Scott Snyder, James Tynion Ford, Robert Kirkman, etc. Ou même Todd McFarlane, bien sûr. Voilà, continuez. Merci beaucoup, beaucoup. Voilà, les amis.